Bienvenue dans cette nouvelle série où on va voir la programmation en langage C. Dans cette première partie, nous allons voir une introduction au langage de programmation C que nous allons utiliser et avec lequel on va apprendre à programmer en C. Donc, en algorithme et en programmation, un algorithme, c'est un ensemble d'étapes à suivre pour transformer des entrées en sorties. Donc, pour écrire un programme en C, on va translater ou bien on va transformer l'algorithme dans une syntaxe bien définie du langage C pour former ce qu'on appelle un code source. Donc, ce code source-là, il va être compilé ou interprété selon le cas, si on a un langage compilé comme le C ou bien un langage interprété comme le HTML ou le Python ou autre. À la fin de cette compilation-interprétation, on va avoir un fichier exécutable, notamment dans la compilation. Donc, pour rappel sur l'architecture de von Neumann, donc on a des périphériques d'entrée, on a des périphériques de sortie. Donc, pour faire entrer à la machine des données, on utilise les périphériques d'entrée comme la souris et le clavier. Ensuite, pour afficher les données à l'utilisateur, on va utiliser les périphériques de sortie tels que l'imprimante ou bien l'écran. Eh bien, on a l'unité centrale qui, elle va traiter, faire tout ce qui est traitement. Donc, elle est composée de deux choses, le processeur qui va exécuter toutes les instructions, une par une, et on a également la mémoire centrale qui est la mémoire de travail où la machine, elle va utiliser pour faire les calculs intermédiaires et pour stocker les données de travail. Lorsqu'on souhaite stocker de manière permanente des données, on utilise des périphériques de stockage tels que les disques durs ou flash disques ou autres. Donc, la mémoire centrale, c'est une mémoire volatile qui va disparaître, ou bien son contenu va disparaître une fois la machine elle est éteinte, alors que les périphériques de stockage tels que les disques durs, ils permettent d'avoir des traitements de données plus importants. Donc, dans un programme informatique, on a besoin de stocker des données, soit saisies par l'utilisateur, issues des périphériques de stockage ou disque dur, définis par le programme, résultats intermédiaires, ou bien des résultats rendus par le programme. Donc, les données sont stockées soit dans des constantes ou bien soit dans des variables. Une constante, c'est un emplacement mémoire qui, une fois instancié ou bien une fois initialisé, il ne change jamais, contrairement à la variable qui peut changer au cours de l'exécution de programme au-delà de son initialisation. Donc, les types de données, une variable, comme on vient de dire, c'est un emplacement qui stocke des informations qui peuvent changer par le temps. Les constants, c'est les emplacements mémoire qui stockent des informations qui ne changent jamais. Donc là, ils sont changés ou bien initialisés au moment de l'initialisation. Ensuite, ils ne changent pas. Donc, les types de base, on sait, on a trois types de base. On a les caractères qui sont définis notamment avec le mot réservé char, C-H-A-R. Les entiers, là, on a plusieurs mots qui peuvent définir des entiers, int, short, long et unsigned. Et les nombres réels, il y a deux, il y a float et double. Ces deux mots clés, ils sont utilisés pour les nombres réels. Donc, pour le type caractère, eh bien, chaque caractère, il est représenté en mémoire à travers un code. Donc là, par exemple, si on prend le code décimal 0 en binaire sur 7 bits, là on est dans le ASCII 7 bits, donc là 7 0, eh bien ça c'est pour le symbole nul. Si on prend par exemple le numéro 13 ou bien le nombre 13 qui est représenté en binaire 0 0 0 0 1 1 1 0 1, eh bien cette représentation, lorsque c'est le type et les caractères, ça va correspondre à CR qui est un symbole spécifique tel que de même
à part égale comme le nul, etc. Maintenant, si on commence à avancer, on arrive à 48. Donc, 48, elle correspond au caractère 0. Par exemple, 57, ça va correspondre au caractère 9, etc. Et on voit par exemple le code en décimale 60, ça va correspondre à inférieur, égal à 61, etc. Lorsqu'on va continuer dans cette table, on arrive à 65 pour le A majuscule. Donc là, le nombre 65 en binaire, c'est 0, 1, le reste 0 jusqu'à dernier. Donc là, c'est le A majuscule. Et on va continuer jusqu'à arriver à 90 qui va correspondre à Z. Bien sûr, il y a le A, c'est 65, le B, 66, etc. Donc, par ordre alphabétique jusqu'à arriver au Z majuscule avec le 90. Après, on a d'autres caractères. 91, c'est le crochet, etc., jusqu'à arriver au 97 où on a le A minuscule. Et on va faire pareil, le B c'est 98, etc., jusqu'à arriver au Z à 122. Et dans le ASCII, on s'arrête à 127 pour le symbole vide. Alors, il faut bien noter que l'ASCII sur cette bit qu'on vient de voir, ce n'est pas uniquement la seule norme, il y a d'autres normes, notamment Unicode, qui permettent d'utiliser des langages ou bien de représenter des cartes de langage unifiés avec euh, euh, plusieurs langages courants. Donc là, il y a notamment le TF8 qui est très utilisé. Donc, on arrive maintenant au type numérique. Donc, après le caractère, bien sûr, le caractère, on parle de caractère, pas de chaîne de caractères qu'on va parler ensuite. Donc, pour les types numériques, on a le short sur 16 bits, donc c'est 2 octets. On a le int, c'est 32 bits, c'est 4 octets. On a le long, c'est 32 bits, donc c'est 4 octets. Et on a le float, c'est 32 bits, c'est 4 octets. Donc là, le double, c'est 64 bits, c'est 8 octets. Et là, on voit bien, c'est la double précision. Et si on veut aller plus loin, eh bien, le langage C, il permet d'utiliser une combinaison de deux mots réservés, long et double, qui permettent d'avoir des nombres codés sur 128 bits, à savoir 16 bits. Là, c'est rarement utilisé. En général, double, c'est largement suffisant. Mais c'est bien de le savoir. Maintenant, on arrive à la structure d'un programme en C. Là, à la syntaxe de ce langage. Donc là, on a des parties qu'on va voir par la suite. Il y a les directives au préprocesseur. Il y a les déclarations des variables globales. Comme leur nom le dit, c'est des variables globales vues par toutes les fonctions. On va voir après c'est quoi les fonctions. Et la déclaration des fonctions secondaires, c'est qu'on peut avoir plusieurs fonctions, notamment la fonction main qui est obligatoirement, notre programme obligatoirement, il doit contenir le main entre parenthèses, début, fin. Donc l'accolade ouvrante, c'est pour dire que c'est le début du programme, et l'accolade fermante, c'est pour dire que c'est la fin. Bien sûr, donc là, obligatoirement, on va avoir un main et parenthèse ouvrante, ouvrante, fermante, pardon. Ensuite, on a le début avec un début du programme, donc c'est avec l'accolade ouvrante, et la fin, lorsqu'on termine, c'est avec l'accolade fermante. Donc là, toujours, il faut mettre en tête, on sait, le début de quelque chose, c'est accolade ouvrante, et la fin, c'est accolade fermante. Maintenant, à l'intérieur, on va avoir des déclarations des variables de ce programme principal, parce que ce qui est défini ici entre le début et la fin du main, là, c'est le programme principal. C'est la fonction principale ou bien le programme principal. Donc, on a la déclaration des variables du programme et ensuite, on a les instructions. Les instructions qu'on va voir, toutes les instructions par la suite. Bien sûr, la déclaration, elle est, on sait, interprétée comme des instructions. On va voir ça. Donc, là, pour pouvoir afficher et commencer à afficher le fameux message Hello World et le premier programme Hello World,
que dans n'importe quel langage de programmation, on doit commencer avec. Donc là, on a besoin d'afficher l'écran. Donc pour afficher à l'écran, on a besoin de la fonction printf. Donc la fonction printf, comment elle fonctionne? Donc là, on a printf, ensuite entre parenthèses, lorsqu'on a fait cet appel, donc on a plusieurs champs. Le premier, c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire on a un message qu'on va écrire. Par exemple, ici, on va écrire Hello World. On va l'écrire entre les guillemets pour dire ça, c'est une chaîne de caractères et non, et ce n'est pas un identificateur comme on va voir par la suite. Ensuite, on va faire virgule, E1 pour dire la première expression, virgule, etc., pour jusqu'à arriver E2, la dernière expression. Dans notre cas, on va avoir printf, le message, entre guillemets, on va s'arrêter. Donc, on va voir ça pour un premier atelier et on arrive ainsi à cet atelier numéro 1 qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc, on va découvrir l'environnement des développements code blocks. Ensuite, on va voir une écriture d'un programme en C pour ensuite utiliser la fonction printf. Pour utiliser la fonction printf, on a besoin d'importer ou bien d'inclure dans notre programme une bibliothèque qui contient plusieurs fonctions, y compris c'est des fonctions d'entrée-sortie. Eh bien, ces fonctions d'entrée-sortie, ils sont dans standard input-output ou bien stdio.h. Donc là, on doit ajouter dièse include stdio.h. Ensuite, on a affichage du message Hello World à l'écran. Donc, je vous dis, et je vous donne plutôt rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir cet atelier.